Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kadhafi Moumoudi pour ne rien manquer. Willy Michiki, bonjour. Bonjour. Je vous reçois dans cette émission Question de l'heure en qualité du président national de l'Union nationale des nationalistes, INANA en sigle. Vous êtes allié du regroupement politique AFDCA. Parlons de l'insécurité à l'est de la République. Nous avons constaté hier, mercredi 21 avril 2021, nous avons constaté que juste avant la plénière, on a vu presque tous les députés de l'Est de la République et ceux du Grand Katanga, ils sont quittés l'hémicycle. Ils ont dit non, on ne peut pas continuer à siéger. Pourquoi jusqu'à ce qu'on doit trouver une solution à l'Est de la République suite aux violences perpétuées. En tant que président du parti politique, comment vous trouvez cette réaction? Bon, c'est une attitude de ras-le-bol que je comprends parfaitement, puisque ça fait quelques années, exactement 7 ans, que je travaille sur la question sécuritaire à l'Est et au Nord Katanga. Vous savez que je suis un élu, je me mets à leur place et je les comprends parfaitement très bien. Parce que lorsque vous avez été élu, vous portez un mandat d'un peuple, c'est tout un espoir de ce peuple qui est incarné à vous. Et lorsque vous n'arrivez pas à répondre à leurs préoccupations, c'est une charge morale qui pèse sur vous en tant qu'élu. Vous savez que plusieurs fois nous avons fait des promesses. Et il y a des promesses qui nous ont été faites, comme Élie aussi, mais qui n'arrivent jamais à se matérialiser. Du jour au jour, la situation sécuritaire se détériore dans la partie orientale de la République et dans la partie nord-sud de la République. Donc il faudrait faire quelque chose. On pense que ces gestes-là pourraient constituer, à la veille de l'investiture du gouvernement, un moyen de pression. Je ne crois pas que mes collègues élus vont bouder l'investiture du gouvernement ou même l'examen du projet de loi sur la réforme électorale, mais je pense que c'est un message fort qui devrait interpeller les décideurs et en particulier les gouvernements et le président de la République. Nous avons toujours dit que la solution qui pour nous serait la meilleure, c'est l'approche communautaire. Puisque tous ces groupes armés auxquels on fait allusion, ils font partie de nos communautés. Et les groupes armés chez nous sont communautaires. Même les ADF qui viennent à l'Est, pour le cas de Beni, par exemple, Lubero, ils entrent là où il y a des gens qui habitent. Donc s'il y a une sensibilisation de nos populations autochtones, que chacun là où il est, qu'il soit l'œil du pouvoir public, qu'il soit les témoins à dénoncer, je crois qu'il n'y aura pas d'incursion comme on a connu, il n'y aura pas de tuerie de cette ampleur que nous sommes en train de vivre, d'autant plus que le meilleur agent de sécurité, c'est la population lui-même. Or, on a réussi à soudoyer cette population, à la manipuler de façon que certains Congolais et Congolaises deviennent des complices dans ce milieu-là. Et il y a beaucoup de facteurs qui entrent en compte, entre autres, pour le cas par exemple du comportement de l'armée aujourd'hui sur le terrain, nous avons toujours réclamé la réforme du secteur de la sécurité et de défense. Il faudrait améliorer les conditions de vie des militaires. Aujourd'hui, un militaire qui est au front, même qui ne l'est pas, n'arrive pas à réunir les débuts du mois. Il est confronté au problème des soins médicaux, il est confronté au problème de prise en charge des besoins primaires de sa famille. Même parfois, même l'habillement, c'est vraiment casse-tête. Ne parlons pas encore de subsistance et quotidienne. Donc on a autant de problèmes qui font que même certains de nos vaillants soldats qui aiment bien la patrie, mais se retrouvent parfois démunis.
C'est pourquoi nous pensons que l'approche que nous sommes en train de donner, qui est l'approche communautaire, qui sera couplée par la réforme de sécurité, pourrait aujourd'hui nous amener vers le bout des tunnels. Et là, je voudrais encore insister sur un élément important, parce que nous réclamons toujours les munitions, les armes. Ces munitions et les armes, même les armes viennent d'où? Mais il y a un circuit. Et aussi longtemps qu'on n'aura pas coupé ce circuit d'approvisionnement, on aura plus de problème. Moi, je vous dis, je vous parle en tant qu'ancien coordonnateur de l'entité Maïmaï lors de 1+4, je vous dis par exemple, les mêmes opérations qui se faisaient à l'époque, les régimes précédents étaient les plus grands pourvoyeurs des armes et munitions des groupes armés. Il y a des avions qui allaient larguer des armes. Quand vous demandez aux certains au rang de l'armée, vous allez demander au général Padiri, quand il était à l'Olympe, il était partout, qui lui a donné les armes? Il vous dira c'est le gouvernement de Kabila qui venait là-bas avec des avions pour larguer des armes. Il y a des militaires aujourd'hui qui s'enrichissent dans les opérations de vente des armes et munitions aux groupes armés. C'est comme ça que vous allez constater que la plupart des groupes armés sont dans des milieux gités pour avoir l'argent, envie d'acheter des armes et munitions. Il y a même des fausses opérations qui seraient organisées. On attaque tel groupe armé et on fait semblant comme s'ils sont indépendants. Ils abandonnent des caisses et des cargaisons d'armes et munitions, alors que c'était des arrangements. Pourquoi? Puisque ces militaires-là ne le font pas, puisqu'ils veulent nuire la République, puisqu'ils n'ont pas d'autre choix. C'est question de leur survie. Et les groupes armés, d'où viennent ces groupes armés? Pourquoi il y a cette prolifération? Vous constaterez que dans les groupes armés, la tranche d'âge, c'est de 14 ans à 24 ans. Ce sont des enfants ici, des familles déchirées, qui n'ont pas eu accès à l'instruction minimum, dont les familles ont été victimes des injustices, parfois des conflits fonciers. Ils ont perdu tout ce qu'ils avaient comme terre, et les enfants se retrouvent à la merci de tout le monde. Et l'unique survie pour eux, c'est d'aller dans les groupes armés pour au moins survivre comme être humain. Voilà. Nous parlons maintenant de la marche anti-Monisco qu'on a constatée à l'Est de la République. On voit dernièrement aussi au Kassa central, à Kananga, les Congolais marchent contre la Monisco. Ils disent la Monisco ne fait rien. Par contre, il est en collaboration avec les groupes armés. Comment vous trouvez ça? Est-ce que ces marches ne sont pas légitimes? Non, c'est très très dangereux ce que nous sommes en train de constater aujourd'hui. Et on essaie de vilipender la MONUSCO, oubliant que la République démocratique du Congo fait partie intégrante de l'Organisation des Nations Unies. Nous sommes membres de la MONUSCO. La MONUSCO n'est qu'une mission qui est là, mise en place par l'ONU à travers un accord cadre qui a lié l'ONU et la RDC. Mais cet accord cadre-là aujourd'hui ne répond plus aux éléments en présence. C'est caduc. Rappelez-vous que la MONUSCO est issue de la MONUC, dont la mission principale était constituée comme une force d'interposition entre les gouvernements de la République, l'armée et les autres institutions et la population. Il fallait s'interposer pour protéger les populations civiles. Cette étape-là est dépassée. On a renégocié, mais aujourd'hui, par exemple, il ne faut pas attendre à ce que ce soit les éléments de la MONUSCO qui aillent tuer, chasser pour chasser tous ces civiques-là. Les groupes armés, les ADF, les groupes armés, dont je dis en général étrangers et nationaux, ce n'est pas ça leur mission. Ils ne vont pas aujourd'hui se faire tuer pour les Congolais. Non, c'est une mission régalienne qui revient aux forces armées congolaises. Elles sont payées pour ça. C'est pourquoi j'ai dit que les Congolais doivent faire très attention. Ce que nous aurions dit demander à la MONUSCO, c'est plutôt l'appui logistique, c'est l'expertise, c'est l'accompagnement, les conseils techniques. Mais pas dire que c'est la MONUSCO qui va les battre au front. Et en plus, je dis qu'il y a de la manipulation politicienne dans cette affaire-là. C'est très dangereux puisque nous risquons aujourd'hui même d'être exclus de la communauté, puisqu'il y a des politiques qui s'en servent
pour créer des troubles. Alors que les gouvernements de la République, ça m'étonne jusque-là, n'a pas encore parlé de cette question-là pour ramener le calme et apaiser les uns et les autres. Voilà. Et c'est comme ça que j'ai dit que si la MONUSCO devrait encore rester ici au pays, il faudrait renégocier cet accord de siège par rapport à la situation qui se présente aujourd'hui sur le terrain. Puisque la MONUSCO n'agit qu'en fonction de la mission qu'il a amenée ici, et cette mission-là est bien déterminée. Voilà, le chef de l'État a rencontré un président du Kenya, celui qui s'appelle Uhuru Kenyatta. Kenyatta. Oui, le chef de l'État a dit que Kenya va renforcer la FRDC pour les violences de l'Est de la République. Comment vous trouvez cette diplomatie? Bon, moi je dois dire sincèrement, en tant que chercheur en cette matière-là sécuritaire, depuis 7 ans, je suis en train d'ailleurs d'écrire un livre, je suis déjà à plus de 680 pages, c'est vraiment un gros œuvre qui pourra servir les autres chercheurs ou même la postérité, pourquoi pas même les institutions publiques, même les enseignants pourraient s'en servir, pour dire que la présence de ces forces étrangères ne va pas résoudre les problèmes ici. On peut même amener les Marines américaines, même l'Artemis pourrait revenir ici, ils n'auront pas à résoudre. L'unique schéma aujourd'hui qui peut nous permettre de réussir, c'est d'utiliser les Congolais, la population congolaise en vie de collaborer. Parce que lorsque nous n'avons pas l'accompagnement des Congolais, il n'y aura rien. Lorsque les militaires congolais ne sont pas mis dans de bonnes conditions morales, physiques, et militaires, techniques, pour pouvoir défendre leur pays, on n'aura rien. Mais c'est bien beau. Dans la psychologie, on dit, bon, les Kenyans viendront. Bon, les Kenyans aussi, là-bas, ils sont confrontés à des problèmes aussi sécuritaires. Il y a tout le temps les rebelles somaliens qui envahissent les Kenyans. Donc, ce n'est pas facile. Vous avez appris des cas de terrorisme, même dans la ville de Nairobi. C'est bien, c'est un pays ami. Je félicite les chefs de l'État dans ses efforts de pouvoir donner le meilleur de lui-même, mais je dis que nous n'allons pas compter sur les étrangers pour ramener la sécurité en RDC. Voilà. Élections, parlons des élections à la Cour constitutionnelle. Dieudonné Kalouba, élu président de cette Cour. Votre appréciation? Moi, d'abord, je dis que c'est de l'illégalité, puisque j'aime bien le professeur Dieudonné Kalouba, pour qui j'ai beaucoup de respect. C'est un monsieur très compétent, mais il risque aujourd'hui d'être souillé par cette élection illégale, d'autant plus que le corps électoral qui a constitué ces électeurs-là à la Cour est un corps qui est déjà dépassé au regard de la loi. Vous savez que la Cour constitutionnelle, depuis qu'on a mis en place le membre en 2015, on devrait procéder par un tirage au sort tous les 3 ans, conformément à l'article 158 de la Constitution. Et aussi à la loi sur le fonctionnement de la Cour constitutionnelle. Mais on constate aujourd'hui que les 3 juges par composante, puisque chaque 3 ans, on doit remplacer un juge par composante. Donc, président de la République, gouvernement et Parlement, Conseil supérieur de la magistrature. Mais on constate aujourd'hui qu'il y a 3 juges qui sont déjà en dépassement de mandat. Et comme preuve, pendant la session ici, du mois de mars, on a prévu, parmi les sujets à aborder, la question relative à l'endossement des juges qui seront nommés en remplacement des 3 qui vont quitter la Cour constitutionnelle. Donc, ce qui fait qu'il y a 3 juges là-bas qui sont là depuis 2015, qui devraient quitter. Alors, moi, je me dis, pourquoi cette précipitation? La loi sur le fonctionnement de la Cour constitutionnelle, notamment aussi son règlement intérieur, prévoit qu'en cas de démission du président de la Cour constitutionnelle, il y a un délai maximum de 6 mois pour désigner son successeur. Depuis que mon grand frère, président Benoît Luamba, qui je salue en Belgique, où il se trouve aux soins médicaux,
depuis qu'il a démissionné. Ça fait déjà plus de 6 mois. Donc ils ont déjà violé eux-mêmes, qui sont censés respecter la Constitution et de la faire respecter, sont déjà les premiers à les violer. Donc ça pose un problème. Alors moi j'ai dit ceci. Le fait que le corps électoral qui a porté son choix sur le professeur Kaloubi donné était irrégulier. Donc cette élection-là est nulle et de nul effet. Et là je demande au chef de l'État, comme il a fait exactement pour le cas de Malonde à la CENI, de ne pas endosser cette candidature, puisque la loi a prévu que ce soit le chef de l'État qui puisse endosser la candidature et nommer le président de la Cour constitutionnelle par une ordonnance présidentielle. Qu'il renvoie cette Cour-là à attendre à ce que l'Assemblée nationale d'abord endosse les 3 nouveaux juges qui vont remplacer leurs collègues qui seront tirés au sort. Et à ce moment-là, maintenant, le corps électoral sera bien constitué, conformément aux lois de la République et à la Constitution, et on pourra élire son président. Voilà. La justice a lancé un avis de recherche à John Numbi. Bon, je dois dire que la justice, ce n'est que tout à fait normal. Et John Numbi, je crois qu'il a une résidence bien connue en RDC. C'est quelqu'un qui a occupé des hautes fonctions au sein de l'armée et de la police. Moi, je ne crois pas sincèrement qu'il faudrait lancer un avis de recherche pour mettre la main dessus, puisque même si il s'avérait qu'il soit en dehors du pays, il y a des mécanismes qui sont prévus pour l'extradition. En tout cas, moi, je crois que c'est une énième diversion de dire qu'on envoie un avis de recherche à quelqu'un qui a une résidence bien identifiée. Voilà. Parlons Willy Bakonga, arrêté au Congo-Brazza. Il voulait s'envoler vers France, selon les informations. Mais il a été attrapé avec 2 millions de dollars. Bon, il aurait, puisque ce sont des informations qu'on reçoit par-ci par-là, il n'y a pas de preuves. Moi, j'ai dit que c'est vraiment dommage que Willy, qui est non seulement mon homonyme, mais aussi un ami, quand nous étions au gouvernement de Sami Badibanga, moi j'étais vice-ministre à l'énergie, mais Willy me laissait l'intérim de ce ministère, ce qui ne se fait pas souvent. Et ça me fait très mal de voir quelqu'un, un élu du peuple, ce n'est pas n'importe qui. Il est d'ailleurs triple brassard, et député national, député provincial et sénateur. Donc c'est quelqu'un qui a vraiment une bave. Moi je crois que je ne sais pas quelle mouche l'a piqué. Je continue à douter jusqu'à la preuve du contraire, qu'il ait été attrapé. Je sais qu'il devrait se déplacer, selon lui, à Brazzaville pour l'investiture du président de la République. Comme il a la famille en Europe, est-ce qu'il a eu une urgence pour se déplacer en Europe? Vous savez, quand un ministre se déplace, il doit être couvert, parce qu'il est jusque-là encore ministre de l'EPSP. Et il doit être couvert par une autorisation de sortie. Est-ce qu'on a vérifié les premiers ministres qui signent les autorisations de sortie des membres du gouvernement? Est-ce qu'il ne l'a pas fait? Donc, dur qu'on lui a trouvé avec de l'argent. Moi, j'ai mis encore ma réserve. J'ai été dans les commerces de l'or et des diamants. Je connais la valeur de 2 millions. Une seule personne ne peut pas transporter 2 millions. D'abord, une valeur de 1 million, c'est comme ça. Donc, j'en ai déjà amené plusieurs fois à Chikapa lorsqu'on achetait les diamants. Et quand on me dit qu'on l'a, tu vois, avec 2 millions, et tout le monde sait qu'aujourd'hui, on ne peut pas voyager avec plus de 10 000 dollars, même à l'intérieur du pays. C'est interdit. Ce n'est pas seulement au Congo, mais c'est une réglementation internationale. Donc, je doute vraiment de ces informations-là. Attendons, puisque bientôt il sera extradé au pays. Le procureur général, près la Cour de cassation, va instruire son dossier et laissons la justice faire son travail. Ok. Allons dans l'Assemblée nationale. Il y a une pétition. On a initié une pétition contre le président de l'Assemblée. Par un autre Willy encore, voilà, Willy, voilà. Un ami. On reproche président Bosso, il est dictateur, il y a manque de considération avec ses collègues députés, il est mauvais plus que même au Bunda. Moi je crois que c'est une expression démocratique et je ne peux pas
dire que c'est une démarche illégale, c'est une démarche tout à fait légale. Lorsqu'un député ne se sent pas respecté par un membre du bureau, ou lorsqu'il constate qu'il y a eu des violations du règlement intérieur de l'Assemblée nationale ou de la République, c'est dans son droit d'initier une motion de défiance. Mais il faudrait que cette motion-là puisse aboutir. D'abord pour que les bureaux se saisissent de la motion pour la soumettre à la plénière, donc au débat. Il faut que cette motion-là puisse requérir 125 signatures, donc un quart des membres. Est-ce qu'il saura-t-il réunir un quart des membres? Nous savons aujourd'hui que la majorité déjà au Parlement que nous avons est de 391 députés nationaux acquis à l'Union sacrée et qui soutiennent les bureaux en place, notamment son président Mbosso Kodia. Donc, est-ce qu'ils auront? S'ils arrivaient à le faire, il faut soumettre la motion au vote. Et la loi prévoit qu'à ce que la motion soit votée par une majorité absolue de 251 voix au moins. Donc, il faut la moitié plus une voix. Alors, si ils aboutissaient, on comprendra que la démarche de l'honorable et mon homonyme, comme je l'appelle toujours, Bolio, est une démarche citoyenne et nous allons nous incliner comme Union sacrée. Donc, je ne vois pas vraiment, pour moi, c'était vraiment un non-événement. Un non-événement, puisqu'on ne devrait même pas en faire un problème, puisque d'autant plus qu'il a respecté les canons prévus par les circuits officiels. Voilà, à l'occasion des centenaires de l'église kimbanguiste, nous avons tous entendu le chef de l'État qui a parlé qu'il va saisir les deux chambres pour chercher à procéder à avoir cette journée qui soit une journée payée. Mais on a vu votre présence à Kamba où le chef de l'État lui-même a prononcé ses discours. Je ne sais pas comment ces choses vont passer. Oui, c'est vrai, j'étais invité par les chefs spirituels de l'église de Kimbangu, c'était Papa Simon Kimbangu à l'époque, et j'ai salué vraiment qu'il ait pensé à ma modeste personne. D'abord, il m'a reçu au centre ici, le quartier général de l'église kimbanguiste à Kinshasa, et je salue cette reconnaissance quand même de Simon Kimbangu. Vous savez, très peu de gens connaissent le passé de Simon Kimbangu. Et Simon Kimbangu est plus connu à l'étranger, parce que vous savez, c'est le plus vieux prisonnier du monde, je dis du monde. Si Mandela a résisté en prison, c'est à cause de Simon Kimbangu. Si Lumumba est héros national, c'est à cause de Simon Kimbangu. Si Mouzé Laurent Désiré Kabila a combattu, c'est à cause de Simon Kimbangu. C'est quelqu'un qui a des valeurs. Et puis, il faut dissocier Simon Kimbangu de son église, puisque Simon Kimbangu a une philosophie politique. Lorsque lui-même disait que les blancs vont devenir les noirs vont devenir les blancs, personne ne les comprenait. Lorsqu'à l'époque, il parlait de l'indépendance, personne ne comprenait même c'est quoi, même les mots là, on ne sait pas là où il a inventé ça. C'était un homme qui était inspiré. Et il a fait 30 ans en prison. Il pouvait dire aux blancs à l'époque, laissez-moi on l'aurait laissé. Mais le monsieur a tenu bon. C'est pour dire que nous avons des valeurs. Combien de kimbanguistes nous avons? Moi, je suis kimbanguiste. Kimbanguiste. Simoniste, je peux dire kimbanguiste. Ça, être fidèle, moi je ne suis pas fidèle de l'île kimbanguiste. Mais je crois à ces valeurs-là. Ce sont des valeurs que notre pays a perdues. Et lorsque aujourd'hui, le président de la République a rétabli Kimbangu Simon dans ses droits, c'est par reconnaissance. Si Tshisekedi Etienne a tenu bon, c'est puisqu'il était kimbanguiste. Pas comme fidèle de l'église, mais il a suivi, il y a un homme ici qui nous a montré qu'on peut mourir avec les armes à main, on peut tenir jusqu'à la au sacrifice. Pourquoi nous sommes des chrétiens? Moi je suis chrétien. Pourquoi nous tous, nous mettons Jésus devant? Puisque Jésus est mort sur la croix, il voyait comment il mourait. Il pouvait dire non, laisse-moi. C'est ce que nous voulons dans ce pays pour dire que pour que ce pays change, il faut déjà comme Simon Kimbangu. Et comment on va procéder? Et moi je vais même plus loin. Je vais même plus loin pour dire que non, il faudrait que dans le système d'enseignement au Congo, qu'on puisse mettre un cours de kimbanguisme. C'est-à-dire l'histoire de Simon Kimbangu. Comment il a commencé avec quelqu'un qui n'a pas eu beaucoup d'instructions, qui a tenu tête à l'époque. Et comment on va procéder? C'est simple. Puisque c'est une initiative du chef de l'État. Le chef de l'État est
les chefs de l'exécutif. Et il faudrait que ce soit les gouvernements qui initient les projets de loi, contrairement à ce que le président de la République avait dit. Je peux dire que c'est un lapsus lingua. Il a dit, j'étais là, moi j'étais devant le chef de l'État, il a dit, nous avons le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat, je leur demande d'activer ça. Mais moi, selon mes expériences, je préfère que l'initiative provienne du gouvernement. Il y a la commission des lois qui est présidée par le ministre d'État, ministre de la Justice, qui devrait se saisir de cette belle initiative du chef de l'État et envoyer un projet de loi au gouvernement. Puisque si on le faisait au niveau du gouvernement, il faudrait que ce soit un député qui le fasse et ça, on réduit la valeur. Mais comme c'est une reconnaissance de la République, du gouvernement, à ces dignes fils du pays, il faut que ce soit une initiative du gouvernement à travers un moment où je vous parle. Les démarches ont déjà commencé au niveau du gouvernement puisque le chef spirituel de l'église kimbanguiste a saisi officiellement le gouvernement à travers le Premier ministre. Au moment où nous parlons, on attend la tenue le nouveau gouvernement Sama Lukonde qui sont en place pour que la commission des lois qui est présidée par qui sera présidée par la ministre d'État et ministre et garde des Sceaux de la République pour qu'on puisse présenter ce projet de loi à l'Assemblée nationale et ça va passer en 2020. Puisque comme ça, tous les citoyens congolais, toutes les Congolaises et les Congolais vont se rappeler un jour d'un certain Kimbangu. Et le 6 avril ne sera pas un jour où on va aller boire et danser, on va méditer sur la vie. Est-ce que combien de simonistes, de kimbanguistes nous avons encore dans ce pays? Ce sont des valeurs que nous avons. Parfois, on copie les Indira Gandhi, les Luther King, c'est pas moi, les Mandela, alors que ces gens-là nous ont copiés, nous les Congolais. Donc, nous devons aussi montrer à bas du monde que nous avons des valeurs dans ce pays qui ont fait leur preuve. Et c'est une contribution même à la communauté internationale pour dire que le Congo a produit déjà, pour montrer qu'un homme peut faire 30 ans en prison et y mourir. Alors qu'il était encore jeune, il a laissé de jeunes enfants, une veuve, mais ce n'était pas ça. Son premier, c'était le Congo. Et lui, même Lumumba Kimbangu, il ne parlait pas seulement des Congolais, il parlait de la race noire. Donc c'était un leader continental. Ça va, nous sommes arrivés pratiquement à la fin. 15 secondes si vous avez quelque chose à ajouter. Bon, je voudrais seulement dire que, puisque nous attendons au moment où nous tenons cette émission, l'investiture du gouvernement, nous allons demander aux députés nationaux d'investir. Le peuple en a besoin. Tout ce que nous avons parlé, questions sécuritaires, tout ça, on ne peut pas régler ces questions-là si on n'a pas un gouvernement. Et vous savez très bien que les gouvernements de l'Union sacrée, la mission, la vision de l'Union sacrée, ces comptes, on va commencer à les compter à partir de l'investiture du gouvernement. Puisqu'aujourd'hui, nous sommes dans la prolongation du match FCC Catch. Donc aujourd'hui, l'Union sacrée n'a encore rien. Sa vision va se matérialiser avec l'investiture de son gouvernement. Donc, soutenons ce gouvernement. Je suis convaincu que si réellement ce gouvernement fait la différence du gouvernement précédent, en nous écoutant, nous les experts de la question sécuritaire, particulièrement à l'est du pays, dans 6 mois, on ne va plus parler des problèmes sécuritaires à l'est. Et je m'oppose à la présence du chef de l'État, au déplacement du chef de l'État à Beni ou à Goma, puisque ça ne produira rien. C'est même un piège, c'est très dangereux pour lui d'aller là-bas, parce que nous sommes là, il a les militaires qui sont là, ce n'est pas au chef de l'État d'aller au front. Il y a des gens qui sont payés pour ça et qui doivent faire ce travail-là. Puisque qu'il soit à Kinshasa, à Goma, à Beni, il est resté le commandant suprême des forces armées de la République et de la police nationale. Merci beaucoup, Président Wilemichi. Merci pour l'invitation. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kadhafi Moumoudi pour ne rien manquer.